d'histoire où vous trouvez de grandes flèches que l'on trace à partir donc, de la région de l'Éthiopie, donc de la Corne de l'Est africain, et qui partent donc vers l'Asie et qui partent vers le... Ces flèches-là n'existent pas en fait. Hein. C'est que l'homme, il a vécu sur le terrain, il a vécu dans son environnement, et à chaque fois que l'environnement devenait non propice à ses besoins, il se déplaçait. Et il se retrouve, au bout de quelques millénaires, tout à l'heure je vous ai dit 2 600 000. Il a mis 600 000 ans pour venir d'Afrique jusqu'ici. Et on parle d'une période encore plus antérieure, donc c'est Lucie, c'est 3 200 000 ans. Donc il faut imaginer que depuis 3 200 000 ans, pour qu'il vienne en Afrique du Nord. Ça veut dire qu'il a mis un temps, ça veut dire autre chose, que les hommes qui sont partis d'ici ne sont plus ceux qui sont arrivés là. D'accord ? Ce sont leurs descendants, donc ne sont plus les mêmes. Pareillement, donc, alors l'explication qui serait donnée donc, pour les hommes qui seraient passés donc, en Europe, serait passée par l'Asie mineure, pour passer donc à travers donc, par la Turquie en fait, et pour arriver donc en Europe, en arrivant en Europe du Sud au départ, pour aller s'épanouir vers l'Europe du Nord. Et après, donc il y a un peuplement qui s'est fait à partir donc, de l'Asie mineure, avec une branche qui est allée vers l'Asie, une autre branche qui est allée donc, vers l'Europe, et beaucoup plus tard, autour de 15 000 ans, 15-20 000 ans, il y a eu un phénomène climatique important, il y a eu une grande glaciation qui a fait que la calotte polaire du Nord est descendue très bas. Il y a eu gel des océans du Nord, donc le détroit de Bering, que l'on connaît. Donc, et puis l'homme est passé donc d'Europe ou d'Asie plutôt vers l'Amérique. Et c'est pour ça que la préhistoire du Nord des Amériques n'est pas aussi vieille. Et on retrouve d'ailleurs, si on reconnaît même sur le plan anthropologique, quand on voit les personnages, les Indiens, ils ont des caractéristiques physiologiques qui ressembleraient donc aux Asiatiques. Ça, c'est pour répondre en schématisant un petit peu la question. Vous avez parlé du site d'Ali Bacha. Où il se trouve précisément? Première question. Je n'ai pas les coordonnées exactes. Non, je ne les ai pas. D'accord. Deuxième... Je ne les ai pas. Moi, je n'ai que l'information bibliographique. Et elle est très, très évasive. Et c'est pour ça qu'il faut que les gens de la culture de Bougie aillent sur le terrain. De la civilisation des Moustériens, c'est ça? Le Moustérien, oui. Ouais. Qu'est-ce qui a fait? Est-ce qu'il y a des raisons objectives qui ont fait que cette civilisation se développe ici et un peu moins ailleurs? Non, cette civilisation ne se développe pas uniquement ici. Il y en a ailleurs. Hein. J'en ai parlé ici parce qu'elle existe. On en trouve ailleurs. Hein. On en trouve à l'ouest, on en trouve au sud, on en trouve ailleurs. Non, pour moi, c'est un élément d'ancrage civilisationnel assez important. Hein. J'ai commencé par expliquer pourquoi le Moustérien. Hein. Et ça, ce sont des normalités ou des normes que se posent donc les chercheurs. On donne le nom de la culture, le nom de la civilisation, de la culture. On le donne par rapport à l'endroit au découvreur. Très souvent, c'est l'endroit. Donc, ça a été le moustier. Comme Bel-Ater, je disais, pour la civilisation altérienne, l'Ateria, ou comme pour la civilisation capsienne qu'on trouve dans la région de Sétif, sur tous les hauts plateaux. Donc, la région capsienne qui est en rapport avec Gafsa, avec Kapsa. Donc, elle a été mise en évidence là-bas. D'ailleurs, une fois qu'elle a été mise en évidence donc, dans la région de Kapsa, elle a été datée. On en a trouvé des sites de même nature qui sont dans la région de Tébessa, qui sont beaucoup plus anciens. Mais on a gardé, donc ça c'est pour normaliser les termes. Mais le Moustérien, il existe pas. La question que je me pose, depuis les fouilles qui ont été entreprises de la grotte Ali Bacha, on sait très bien que la grotte Ali Bacha elle est située du côté du versant du Magoraya, comme on appelle, enfin approximativement Temlah. Et je pense qu'il y a beaucoup de grottes du côté des Iguates qui n'ont pas été fouillées. Depuis, il y en a que les Français ont fouillé, mais depuis, on n'a aucune idée ce que ces grottes nous cachent.
Donc la question que je me pose, pourquoi on ne fait pas de recherche dans ce sens-là, développer le néolithique, c'est-à-dire faire des recherches néolithiques dans cette côte qui est les Aiguades, et pourquoi on donne beaucoup d'importance au Tassili, au Tassili et au sud en négligeant cette région. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci Soria. Ben, ta question, tu sais pourquoi le Tassili? Tassili parce qu'il est vendable. Il est beau le Tassili, ce qui est vrai. Puis le Tassili n'a pas été mis en évidence par nous, il a été mis en évidence par les Français. On a continué sur la même lancée. Et tu as bien fait de me parler des Aiguades, là j'en ai pas parlé, mais parce que bon, c'est vrai que le néolithique des Aiguades aussi existe. Nous avons donc un site néolithique aux Aiguades, donc de 10 000 ans. Et tu rejoins exactement ce que le cri que je poussais tout à l'heure, c'est que l'on reprenne donc de la prospection et de la recherche dans toute la région. Dans toute la région, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui fassent ça. Encore faut-il qu'il y ait des gens qui fassent ça. Il faut qu'il y ait aussi de l'argent pour faire ça, parce que ça coûte de l'argent. J'ai dit que le Tassili est vendable. Quand tu parles du Tassili, tu as toujours des fonds qui arrivent. Il y a Air Algérie qui arrive, il y a les pétroliers qui arrivent, il y a la fondation Tassili qui arrive, tout cela. Tu me parles des Aiguades, tu me parles de Ali Bacha. Moi, je suis certain qu'au-delà de Ali Bacha, même si ça a été fouillé de façon tout à fait anormale, entre guillemets, donc par De Bruges et compagnie, il y a lieu de reprendre la fouille ou d'autres fouilles à côté. Je suis certain qu'il y en a d'autres grottes qui remplissent les mêmes conditions de vie de l'homme préhistorique à côté. Encore faut-il que des gens s'y mettent. Et qu'est-ce qui pourrait faire l'inventaire de cela et d'aller les retrouver? Ça fait partie du cahier de charge de la direction de la culture de Bougie. Ça fait partie du cahier de charge de la direction de la culture. La culture, je suis désolé. Tout à l'heure, Ali a été mauvaise langue en disant... Toujours non, pas crap, en disant que le ministère de la toujours. Culture, c'est Chtahouardih. Oui, c'est vrai. Ils font que ça. Le CRAP est devenu, le CNRPH, un centre d'annulation culturelle du ministère de la Culture. C'est devenu Zawiya même. Mais il faudrait que la direction de la culture, poussée par les associations culturelles, par les associations qui s'intéressent donc au patrimoine de la région, fasse le minimum vital, même si elle répond aux besoins d'organiser les festivités le 16 novembre, le 1er mai, je ne sais pas quoi, qu'elle aussi s'investisse de cela, et ça fait partie de son cahier de charge. Et il faudrait prendre donc, les gens du ministère de la direction de la culture pour engager des opérations comme ça. Et là, il faudrait... Moi, je suis prêt donc à mettre la main à la pâte. Il faudrait aussi qu'il y ait une volonté administrativo-politique derrière. Et que l'on ne reste pas cloisonné dans ce qu'ils font aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis entièrement d'accord. Je suis énervé que l'on... Écoutez, on a fait des travaux. Vous me parlez de Ali Bacha qui est très ancien, qui date de 200 ans, qui est très ancien, hein, ça a été fait par les Français. Ils ont mâchonné le truc à leur manière et tout ça, et on parle des Aiguades, c'est encore les Français. Et vous posez une question. Moi, je vais poser une question, et j'aimerais bien... Il y a des Algériens qui ont travaillé depuis les années 83. Tout à l'heure, quelqu'un me parlait donc de... C'est vous-même, monsieur, qui parlait donc de l'ouverture donc de cette qui a failli partir la grotte d'Afalou Boulumel. Afalou Boulumel, pourquoi la grotte d'Afalou Boulumel a été reprise par les fouilles en 83? C'est suite à un rapport que j'avais fait. Parce que, si vous vous souvenez, vous êtes de la région, en 83, il devait y avoir l'élargissement de la route entre Bougie et Djidjel. Il devait y avoir un projet d'élargissement de la route. Donc toute cette paroi devait être dynamisée. Donc de la dynamite partout. Donc on devait, connaissant donc les travaux d'Arambourg, Delmoulou de l'Aïrahmou m'a délégué ici pour me dire, va voir est-ce que c'est important ou pas. Si on va laisser la dynamite faire son boulot, je dis non. Non, il faut absolument que l'on fasse une fouille de sauvetage rapide et tout ça. Puis après, donc, il n'y a pas eu l'élargissement de la route. Et là, on a mis Hachis Limal là-dessus. Il a fait son troisième cycle là-dessus. Bon, il en a tiré un certain nombre de publications. C'est une très bonne chose, le fait qu'il ait fait ce travail-là. Mais, j'allais dire, encore une fois,
encore une fois, c'est toujours courir, faire le pompier. Il n'y a pas de programme assis. Et ça, si on attend que tout vienne d'Alger, la solution ne viendra pas d'Alger. La solution, il faut qu'elle vienne du local. Il faut qu'elle vienne d'ici. Il faut dire que nous avons besoin d'aller voir un petit peu les traces de nos cultures. Quand tu dis ancêtre, tu politises toujours la chose parce que même si je dis civilisation, c'est politique. Donc, moi, j'ai envie de connaître les faits, les faits de ma culture, de mes origines. Et là, j'ai besoin, je viens de m'apprendre, on m'a appris aujourd'hui qu'à Ali Bacha, il y a 200 000 ans, il y a autre chose, il faut qu'on sache un petit peu ce que c'est. Entre nous soit dit, et si quelqu'un peut me dire, j'aimerais bien le savoir, est-ce que depuis 1983, les gens qui ont travaillé là-dedans, sur FLO Bourumel, ont-ils fait une conférence sur le patrimoine d'FLO Bourumel en direction de la population de Bougie? Aucune conférence. Depuis 1983. Depuis 1983. Ils sont venus ici, ils ont fait leur boulot, ils ont tiré les marrons du feu, ils ont fait une thèse, ils se sont cassés. Ça fait 30 ans. Je suis désolé. Et je ne vais pas dire ce que je pense parce que j'ai envie de le dire, je ne le dis pas. Donc des choses comme ça, je trouve que c'est anormal. C'est anormal que de venir dans une région. Moi j'ai fait ma thèse à Timimoun, j'ai laissé un musée à Timimoun. Je suis désolé de dire j'ai laissé un musée à Timimoun. D'ailleurs, une anecdote, j'étais avec des collègues de Total dans la région, on se promenait à Timimoun, ils ont vu collection laissée par professeur Flan et tout ça d'Alger. Un type de Total m'a dit, est-ce que c'est toi? Je dis oui, c'est moi. Et puis il est allé voir le responsable du musée. قال له شكون هذايا تعرفه؟ قال له هذا مسكين مات صافي لونطون قال له كان يجي بكري. قال له هذا صافي لونطون كان يجي بكري. بكري كان يجي وقال له كنخدم هنايا ودار دكتوراه تاعو في تيميمون وكذا تو سا. قال له بصح قال له شكون قال له يعرفوه الشيوخ الكبار. Voilà, tu vois, tu deviens une légende. C'est juste pour l'anecdote. Mais ce qui me révolte, c'est que des gens qui ont fait leur travail ici sur FLO Bourumel, sur Tamarhat, que ce soit le CRAP ou le CNRPH ou l'Université d'Alger, n'ont jamais senti le besoin de faire une conférence sur le patrimoine qu'ils ont sorti de ces grottes-là. Et je dirais encore plus. Et là, je vais faire une demande. Les statuettes que nous avons vues dans l'exposition. Il est dit par la loi et la réglementation. La loi stipule, il faut être conforme à la loi, sinon on est hors la loi. La loi stipule qu'après étude de tout vestige archéologique, que ce vestige retourne au lieu de sa découverte et soit mis sous la responsabilité des autorités culturelles de la région où il a été découvert. Ces statuettes qui nous prouvent une manifestation artistique qui remonte à 13 ou 20 000 ans, ou centaines. Alors, les statuettes, monsieur, écoutez, monsieur, les statuettes, pour moi, je les ai vues une fois, exhibées d'un cartable de ce monsieur, sur le parking, au parking du ministère de la Culture, sur le capot d'une voiture. On m'a raconté encore pire. Encore une fois, où est-ce que ces statuettes ont été publiées la première fois? Pas dans l'Ibica. Elles ont été publiées à l'APEMO, à Aix-Marseille. Donc, que les autorités culturelles de Béjaïa demandent, c'est tout à fait de leur droit, la restitution des objets patrimoniaux qui sortent, que ce soit d'Afalou Bourumel ou de Taza ou d'ailleurs, qui ne restent plus, pour ne pas faire de la mauvaise langue, qui ne restent plus là où ils sont aujourd'hui. J'espère que parce que c'est des objets fragiles. C'est des petits bouts d'argile malaxés. Ce n'est pas des choses qui sont en acier, attention. Hein. Et j'aimerais bien que ces objets-là soient mis en évidence au musée de Bougie. Au truc là, à Borj Moussa.
Et vous pensez, ils ne sont pas transportables, mais dans un cartable, ils le sont. Et pour qu'ils aient été transportés jusqu'à Aix-en-Provence, pour être photographiés et publiés, ils le sont dégelés. Le ma, il me dans un sens, mais là, je suis l'agba. Ils doivent revenir ici. Vous savez, j'ai fait une exposition à l'Institut du monde arabe. J'ai fait une exposition en 2003 à l'Institut du monde arabe pour me dire qu'ils ne sont pas transportables. J'ai transporté à Paris, dans des conditions conformes à la normalité universelle, 830 objets patrimoniaux de l'Algérie. Rien n'a cassé. On a transporté des mosaïques grandes comme ce mur. Rien n'a cassé. Aller, retour. Alors, qu'on me dise qu'ils ne sont pas transportables, arrêtons, soyons sérieux. Oui, je parle de leurs arguments. Arrêtons, soyons sérieux. Je viens les transporter. Je prends la responsabilité de venir les transporter, moi, autorité culturelle et société civile de Béjaïa. Mais qui ne restent pas là où ils sont aujourd'hui. J'espère qu'ils existent encore. Vous avez parlé du peuplement de cette région du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie, le monde amazigh. Et apparemment, c'est une des régions qui a été le plus anciennement peuplée. Donc vous avez réfléchi un petit peu à l'évolution de l'humanité. Ma question, est-ce que vos travaux corroborent plutôt la thèse évolutionniste de Darwin ou ce que disent les religions, comme quoi l'homme descend, comme quoi on descend, enfin là je reste. Et pour faire une petite vanne, si l'homme descend du singe, vous nous direz s'il descend du figuier ou de l'olivier. Merci. Eh bien, écoutez, cette question ne rate pas. Il la fallait, cette question, parce que tout à l'heure, je parlais de Aïn Lahnesh. Je vais répondre à votre question. Hein. Puisqu'on est entre amis, là, convivial, on peut parler de certains. Aïn Lahnesh, il y a une association culturelle universitaire qui m'avait demandé une fois de venir leur parler donc, de la préhistoire de la région de Sétif. Donc, Aïn Lahnesh. Donc ça s'est passé au téléphone, oui, tu viens et tout ça. Ok, j'ai pris ma voiture, comme cette fois-ci, je suis venu, je suis allé à Sétif. Les gens de Sétif, cette association, moi je pensais un truc au niveau de l'université, un amphi au niveau de l'université, gentil, tout ça. Ils ont fait les choses en grand, comme aujourd'hui. En grand, donc Maison de la Culture de Sétif. Maison de la Culture de Sétif. Alors, et puis ils ont inventé leur titre. Ils ont fait un titre. Flan va venir faire une communication disant l'origine de l'homme de Sétif. L'origine de l'homme, pas moins que ça. L'homme de l'origine de Sétif. J'aurais dit, mais écoutez, quand je suis arrivé, mais c'est pas ça du tout. On va parler de préhistoire, quoi. Donc on va pas parler de... Et c'était en plein terrorisme. La salle, Ma'ammara, il y a des gens qui sont venus pour régler des comptes. Et il y a eu cette question. Moi, je suis évolutionniste. Hein. Je suis évolutionniste. Je réponds directement à votre question. Et puis, il fallait qu'un monsieur pose la question. Ben, je vais vous répondre. Vous savez que je vais vous répondre de la même manière, parce que bon, moi, je ne détiens pas, j'allais dire, des éléments de réponse au niveau religieux, au niveau donc dogmatique, toutes ces questions-là. Je ne le maîtrise pas beaucoup. Seulement, je maîtrise une chose. Je sais que, là je vais parler en arabe, Rabbi subhanahu wa ta'ala khalaqna composé de deux choses. Vrai ou faux? Il y a l'âme, en parlant, il y a l'âme et le corps. Le corps, nous sommes tous différents. Je crois aujourd'hui dans cette salle, hommes ou femmes, nous sommes tous différents, nous avons tous des physionomies différentes. Et quelque part dans la religion, il est dit que c'est avec le bon Dieu. C'est bien ça. C'est bien ça le schéma général. Dans ce schéma général, donc, le bon Dieu, au moment de la création, il nous a créés avec une âme et un corps. Mais il a insufflé dans ce corps une âme qui est propre, qui est sereine, qui a toutes ses valeurs. Et ce sont les actions de l'homme, qui font que cette âme va être ternie ou elle va être purifiée. Le lendemain, donc le jour de la résurrection. Et par conséquent, j'allais dire que cette histoire de se rattacher à Darwin est très souvent
excusez-moi hein, de vous interpeller comme ça, vous avez lu Darwin? Voilà, personne ne l'a lu, Darwin. Les gens ne l'ont pas lu, Darwin, parce que Darwin n'a jamais dit que l'homme descend du singe. Darwin a dit que le singe et l'homme font partie de la même famille, que nous sommes, je veux dire, des cousins germains, nous faisons partie donc des plantigrades, des mammifères, donc nous faisons partie, comme le haricot fait partie donc, des gymnospermes, et ainsi de suite. Et Darwin n'a jamais dit que nos ancêtres étaient des singes, il ne l'a jamais dit. Ce sont des raccourcis que font beaucoup de gens et qui vont donc dans cette situation-là, et c'est accentué par les existentialistes, c'est-à-dire ceux qui croient aux créationnistes, qui disent que l'homme est apparu donc, dans l'image de Dieu, hein, un jour comme ça. Et vous remarquerez que depuis Lucie, Lucie faisait 1,10 m de haut, 1,10 m, et l'homme, c'était pas un singe, parce que l'homme vivait dans un milieu, j'allais dire, arbustif, où il était obligé d'utiliser ses mains pour se déplacer, comme tous les autres plantigrades, comme les orang-outans, mais c'était l'homme, en fait, c'était la variante homme. Et à ce moment-là, il y a eu une crise climatique entre, excusez-moi de la terminologie géologique, entre le Crétacé et le Tertiaire, crise climatique importante où beaucoup de forêts ont disparu. Beaucoup de forêts ont disparu, et cet homme, cet animal homme, s'est retrouvé au même titre que tous les autres animaux. Alors, vous l'imaginez dans une sorte de savane, un petit peu, comme ceux que l'on a l'habitude de voir à la télé, une sorte de savane, dénudé, nu, tout d'abord, on va le voir dénudé. Il était là, il était obligé, cet animal homme était fait pour disparaître. Il n'avait ni la force physique comme beaucoup d'autres animaux, il n'avait pas de griffes, il n'avait même pas de poils pour se couvrir quand il fait froid ou quand il fait chaud, il n'avait pas de crocs pour se bagarrer, il n'avait rien. C'est-à-dire que la nature a fait que tout était fait pour qu'il disparaisse. Seulement, bon, il avait quelque chose qu'il a su faire fructifier ou améliorer. C'est ce qu'on peut appeler donc ce système électronique, son cerveau. Il a pu accumuler de l'expérience en emmagasinant et en tirant profit une prochaine fois. C'est ce qu'on va appeler par la suite donc de l'intelligence. Et c'est pour ça qu'il a dominé le monde. Qu'il est devenu donc omniprésent partout et qu'il a dominé le monde. Ce n'est pas un tort que dire que nous sommes évolutionnistes, parce que nous changeons aujourd'hui. Hein. Nous changeons aujourd'hui, et que si nous restons au niveau donc, de nos ordinateurs, à travailler, à rester 15 heures par jour assis entre la voiture, l'ordinateur, le bureau, la maison, le fauteuil, le salon, la télé, à faire fonctionner uniquement notre tête. Vous savez que la nature, que si un membre ne fonctionne pas, on n'est pas utilisé, il tend à disparaître. Alors, je vous laisse le choix d'imaginer un petit peu quelle forme aurait l'homme d'ici dans quelques millions d'années, ce qui n'est pas beaucoup. Najib, tu nous as montré des poteries, tu nous as montré des peintures, des gravures. Pardon, excuse-moi, juste. Est-ce que j'ai répondu à... D'accord. Oui. Okay. Des peintures, des gravures rupestres. Notre ami Nordine, dans son affiche, il a mis un homme en train de dessiner. Ne crois-tu pas que cette poterie, ce dessin, c'est un travail de femme, alors que l'homme, il est dehors en train de chasser? Et qu'il y avait une division sociale du travail, ou sexuelle du travail. Tu sais que la division sexuelle du travail, quand on voit un petit peu les populations qui sont restées assez proches de ces temps-là, actuellement, je n'aime pas et j'ai horreur qu'on utilise les termes donc, des populations primitives, parce que c'est réducteur par rapport à l'être humain. Des populations qui sont restées assez proches de la nature des choses. La répartition sexuelle du travail se fait essentiellement sur la force physique.
essentiellement. Alors que le reste des tâches, il est réparti en fonction d'un autre ordre social. Je t'ai montré un petit peu les peintures, je t'ai montré donc les hommes qui se parent. J'ai parlé de la parure tout à l'heure. Et la parure n'était pas une distinction sexuelle. Elle était une distinction de classe sociale, de rang social dans le groupe dans lequel on vivait. On prenait un apparat pour que l'on se positionne comme étant X ou Y, et non pas faisant partie donc d'un autre groupe. Donc tous ces apparats, tous ces attributs que l'on se donne ne sont pas donc. Pour revenir à la poterie, en préhistoire, nous n'avons aucun élément qui dise que ça a été fait par un homme ou par une femme en termes de préhistoire. Seulement ce que je sais chez les Dogons, que j'ai eu l'heureuse occasion de visiter, ce que j'ai vu pour la poterie, c'est fait par des maîtres artisans. C'est fait par des maîtres artisans qui sont plutôt des hommes. Quand la poterie est faite autour. Oui, non. Pas oui. quand elle est modelée. Non. Quand elle est faite autour et quand elle est modelée, parce que c'est une poterie qui n'est pas tournée, celle-là. C'est une poterie, ce sont des colombins d'argile qu'on enroule autour et puis avec des lissoirs qu'on arrange et puis on décore avec. Et ce sont des maîtres artisans qui peuvent, et chez les Dogons, qui peuvent être hommes ou femmes. Et très souvent, ce sont des femmes. Pourquoi ? Parce que les femmes chez les Dogons font une bière qui est très forte, qui est très appréciée par la population, et c'est leur business. Donc ils font leur propre poterie. Je reviens maintenant aux apparats et à l'utilisation de cet ocre. Et je peux même extrapoler au-delà donc des dessins et de tout ce que l'on peut faire comme peinture corporelle sur soi-même ou sur autrui, allant jusqu'à voir des scarifications ou voir donc ce qu'on appelle aujourd'hui le shem en fait. Toutes ces questions-là ne sont pas utilisées c'est pas à destination féminine, contrairement à ce que l'on voit aujourd'hui. C'est destiné aussi à distinguer donc des classes sociales et des classes de hiérarchie. Donc tu veux dire que l'homme se faisait belle. L'homme se faisait belle et c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe chez mes amis les Peuls, que j'ai aussi l'occasion de visiter dans la région donc au sud du Niger. Ce sont des hommes. Je n'ai pas la photo ici. J'aurais bien voulu vous la montrer. Ce sont des hommes qui se parent, qui se font beaux, qui prennent des attributs des vêtements, de la parure, qui se maquillent le visage, qui se maquillent les lèvres et qui font en sorte d'avoir des dents très blanches et puis qui se maquillent les yeux de façon à avoir des yeux bien mis en évidence et qui dansent autour d'un groupe de femmes habillées de façon tout à fait quelconque, quoi, donc morne. Et franchement, c'est une danse extraordinaire. Les hommes dansent comme ça, ils jouent avec les yeux, ils sourient, ils ouvrent un petit peu pour voir leurs dents et tout ça. Ils montrent tous leurs apparats, tous leurs attributs. Et puis, c'est les femmes qui, par un clin d'œil, choisissent l'homme. C'est la femme qui choisit l'homme parce que c'est le meilleur. Et sur le plan, au niveau naturel, dans la nature, regardez, toutes les femelles sont quelconques. Et ce sont les mâles qui sont très beaux. Regardez un petit peu le paradisiaque, comment ils dansent. Pourquoi ? Tout ça pour se faire accepter par la femelle. Et parce que la femelle, qu'est-ce qu'elle cherche ? Là, elle cherche le meilleur mâle qu'il y a dans le groupe pour assurer sa descendance. Il suffit de regarder le rituel des cygnes. Oui, absolument. On le retrouve dans le rituel des cygnes. Donc, pour assurer sa descendance et pour qu'elle ait une procréation qui va répondre aux besoins du groupe social. Elle ne va pas prendre un rachitique, un malade qui, dans la descendance, prendrait donc toutes ces maladies-là. Elle va prendre l'homme fort et pourquoi pas l'homme le plus beau, celui qui danse le mieux chez les Peuls.
Voilà un petit peu. Et bon, depuis quelque temps, et c'est elle qui se maquille pour nous. C'est-à-dire, par rapport à Félix Bourmel, c'est-à-dire pourquoi on trouve des pierres d'ocre à côté des cadavres, c'est-à-dire des cadavres qui ont été extraits, c'est-à-dire par rapport des squelettes. Pardon, les squelettes. Pardon, les squelettes des pierres d'ocre, c'est-à-dire qui sont très belles, plus la parure, plus tout ce qui est beau, c'est-à-dire est déposé, c'est-à-dire à côté de son squelette. Ou pour revenir aussi à la question par rapport, évidemment, c'est-à-dire quand on a demandé, tant qu'association, on a demandé à ce que tous ces biens devraient être restitués, c'est-à-dire du moins au musée de Barj Moussa, ou quelque part ici, avant qu'il soit. Donc, alors que les gens nous ont toujours dit que, attention, c'est fragile, etc., etc. Mais non, on a toujours dit que c'est des biens de cette wilaya, ils devraient être restitués à cette wilaya. Monsieur, adressez-vous à monsieur le Wali pour qu'il les ramène. Exactement. Non, on s'est adressé d'abord, au directeur de la culture qui était là. Personnellement, j'ai eu un couac avec lui. On s'est presque, en disant, attention. Non, je lui ai dit, monsieur, il y a un musée qui est Barj Moussa. Ce musée doit être rempli des objets qui ont été découverts dans cette wilaya. Point. Le reste, c'est de la littérature. Tout ce que je peux vous dire, moi j'attire votre attention. Je vous dis qu'en agissant comme ça, vous n'êtes que conforme à la loi qui stipule ce genre d'action. Parce qu'il réfléchissez avec moi deux secondes. Imaginez que s'il y avait 100 000 chercheurs préhistoriens qui travaillent sur tout le territoire national, qui ramassent donc des camions et des camions d'objets archéologiques, une fois qu'ils vont les étudier, où est-ce qu'ils vont les mettre? Dans les réserves et après. Si ça ne profite pas à la société civile, si ça ne revient pas dans les régions, ça ne sert à rien. Et tout archéologue... Excuse-moi, j'ai vu au CNRPH des masses de pierres qui ont été jetées à la poubelle. Oui. Il y a des masses de pierres qui ont été jetées à la poubelle. Je te dirais même, la salle des archives n'est pas inventoriée. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, ce que je veux dire, c'est que, conformément à la loi, il vous est tout à fait légitime de demander cela. Il n'y a aucun problème. Maintenant, on est chez nous. Il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Et il ne faut pas se laisser faire. Mais peut-être que Bougie n'est pas, même si c'est le chef-lieu de wilaya, je crois que l'objet appartient localement à la localité. Oui. Déposséder une commune de son histoire est un crime. Marine, qu'il y a une grotte, aux environs des Iguates, il y a des gravures rupestres. À l'intérieur oui. Donc, je pense qu'il faut des paléontologues pour explorer ces grottes. C'est pour ça que je vous ai demandé d'élargir le centre de recherche, de ne pas parler seulement d'Ali Bacha, de la grotte d'Ali Bacha, mais toute la côte de Bougie. Et je suis certaine que vous trouverez d'autres grottes encore stupéfiantes qu'Ali Bacha. Voilà, merci. C'est exactement ce que je disais un petit peu. Je rejoins sur ce que tu es en train de dire. Seulement, j'allais dire, moi j'ai dit, je suis préhistorien au CRAP depuis 1976. Et les préhistoriens au CRAP attitrés, il n'y en a pas beaucoup. Moi je me suis investi sur une région tout aussi vaste. Je me suis investi sur maintenant une trentaine d'années, voire plus, sur le Sahara. J'ai travaillé sur le Sahara, je vous ai montré la nécropole, je vous ai montré un certain nombre de choses sur le Sahara, sur les régions du Sahel. Donc j'ai travaillé sur le Hogar, j'ai travaillé sur le Tassili, j'ai travaillé dans la région de Timimoun, dans l'Algue occidentale. J'ai traversé l'Algue occidentale 3 fois. Moi je suis saharien. J'ai fait état d'une connaissance académique aujourd'hui. Je ne peux pas aussi m'investir aussi dans une région, moi personnellement. Pas aussi s'investir aussi profondément sur toute l'Algérie. C'est 2 millions et quelques de kilomètres carrés. Ce que je dis, c'est que l'initiative qui a été prise, c'était de mettre des gens sur la région. Et ces gens-là qui ont été mis sur la région
au lieu d'aller s'enfermer, et ils se sont enfermés parce qu'ils n'ont fait que Afalou Boulumel. Ils se sont enfermés dans Afalou Boulumel sans pour autant, sans au minimum faire une conférence sur Afalou Boulumel. Même pas. Donc, ce qui aurait été normal, c'est que des gens comme ça auraient constitué une équipe avec l'université d'Alger, ceux dont tu as raison de préciser, qui ont travaillé sur Taza à côté, et de faire une prospection donc, de toute la région et ne pas se cantonner dans une grotte, et plutôt pour montrer le peuplement de la région. Et ce que tu m'apprends pour la grotte, donc au niveau des Zégoates et tout ça, je suis certain qu'elle doit être intéressante parce que de l'autre côté de la Méditerranée, les Français ont trouvé une grotte sous-marine, qui est mise en évidence par Jean Clotte, actuellement un collègue qui fait de l'art rupestre européen, par Jean Clotte. Je vous invite à aller voir. Donc il y a des documentaires qui passent à la télé sur ce sujet-là, où il y a de très très belles peintures. Je suis certain que la même chose se passe chez nous, parce que la mer, pendant ces temps-là, s'est retirée et elle a vidé des cavités qui ont été exploitées donc, par les hommes préhistoriques. Je suis certain qu'il doit y en avoir, comme dans des grottes aussi, comme les grottes merveilleuses aussi, je pense qu'on peut trouver ça. Mais là, encore une fois, le centre, le CRAP. Et là, il faut rendre hommage à quelqu'un, à Mamri. Ce n'est pas de la politique que je fais. Si la préhistoire existe dans ce pays-là, c'est grâce à Mouloud Mamri. Mamri a pris l'initiative sur lui de constituer en nous la première équipe de préhistoriens de ce pays-là. Bon, après ça, on est sorti de l'enseignement supérieur, on est allé dans ce ministère de la Culture, où tout est culture sauf le patrimoine. Sauf le patrimoine. Et on a un environnement universitaire qui fait que je connais les préhistoire, c'est le Qabaïl qui sont à l'Institut d'archéologie qui font préhistoire. Et qu'est-ce qui intéresse le Qabaïl dans cette histoire-là? Ce qui les intéresse, c'est les Tifinagh. Ça, c'est des réalités. C'est les Tifinagh. C'est la période punique. C'est des réalités locales qu'on touche aujourd'hui. Les autres qui viennent d'autres régions au niveau de l'Institut d'archéologie, واحد يقرأ إسلامي l'autre يقرأ antiquité. Le plus ouvert. Donc nous sommes devant une réalité où il n'y a pas de préhistoriens. Où les préhistoriens partent en Australie. Il y a un flic qui m'a arrêté, qui m'a reconnu. C'était un ancien préhistoire. Il a une licence de préhistoire, il est flic. القى خدمة. Parce que متزوج عنده مرته لازم يخدم. Parce qu'il n'a pas trouvé de poste. Hein? Parce qu'il n'a pas trouvé de poste. Ici, la région de Bougie, il en faut 300 archéologues. Minimum. Pour qu'elle soit plus ou moins inventoriée. Que l'on aille dans la région de Gouraya, qu'on remonte la vallée de la Souma, mais que l'on aille à droite et à gauche pour essayer un petit peu de faire l'inventaire, qui est la tâche première de la direction de la culture d'une wilaya, quelle qu'elle soit. Quel est l'inventaire? Aujourd'hui, demain, il va y avoir il va y avoir le dédoublement de la voie ferrée. Le dédoublement de la voie ferrée. Vous savez où va passer le dédoublement de la voie ferrée? Elle va passer en plein milieu de Tiklat. En plein milieu de Toubou-Sobtou. La ville de Tiklat n'est même pas sertie. On ne connaît même pas les limites de la ville pour pouvoir la défendre. La voie ferrée va être dédoublée, et je pense aussi la route qui va aussi être élargie et tout ça. Non, l'autoroute, elle passe un peu plus bas. Elle passe un peu plus au sud. Donc, quand on ne fait pas au niveau local ce minimum de travail d'inventaire et de délimitage donc des zones sensibles patrimoniales, comment voulez-vous parler de patrimoine et de le sauvegarder? Je vous remercie d'avoir consacré encore une fois donc une partie de votre week-end et ça a été un plaisir de vous rencontrer et j'espère, Inch'Allah, ce sera pour une autre fois. Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir reçu. Bien sûr, j'ai dit tout à l'heure.